Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir ce matin pour ce petit déjeuner à l'occasion du livre de Jean-Charles, Samuel Elian, donc le CEO et cofondateur d'Alan. On en a mis quelques exemplaires sur les tables, n'hésitez pas évidemment à vous servir. La sortie de ce livre, donc de l'assurance maladie aux partenaires santé, c'est l'occasion pour nous de prendre un peu de recul, de s'interroger sur les grandes tendances, les grands changements dans la santé, aussi bien en entreprise que dans la société en général. Et vous le savez, en entreprise, on n'a jamais autant parlé de santé qu'aujourd'hui. Évidemment, le Covid a joué le rôle de catalyseur dans ce débat, et on constate des grandes tendances de fond. Par exemple, on est en train de passer d'une logique de réparation après un accident du travail, après une maladie professionnelle, à une logique de plus en plus de prévention. Et ces tendances, par exemple la prévention, mais aussi tout simplement le fait de faire en sorte que les salariés, que les Français soient bien soignés et accès aux soins quand ils en ont besoin, à moindre coût. En fait, ce sont des tendances qu'on retrouve dans la société en général et qui sont décrites dans le livre de Jean-Charles. Pour continuer cette discussion, donc on a grand plaisir d'accueillir Benoît Serre, DRH de L'Oréal, vice-président de la NDRH, Vincent Segui, bonjour, qui est DRH de l'expérience collaborateur chez Microsoft, et Jean-Charles Samuel Elian, donc d'Alan. Bonjour. Sans plus attendre, peut-être pour commencer la discussion, commençons peut-être par dresser un peu le portrait de ce que c'est que la santé au travail, du bien-être des salariés. Benoît Serre, peut-être pour commencer, qu'est-ce que ça représente quand on parle de bien-être des salariés, de santé au travail? De quoi parle-t-on exactement ? C'est un sujet vaste parce qu'il est très très instable en réalité, il est à géométrie variable. Alors c'est vrai que on peut prendre ce dont on parlait avant la crise Covid et ce dont on parle aujourd'hui en fait, parce qu'il y a une vraie différence. Avant la crise Covid, on était dans le modèle notamment en France, mais dans le modèle de protection sociale, collective, sanitaire, relativement classique, avec quelques éléments de ce qu'on a baptisé en manière générale la qualité de vie au travail, ça c'est des choix d'entreprise, et puis de l'autre, une normalisation, une judiciarisation du sujet qui est devenue de plus en plus forte, puisque les différents législateurs, au fur et à mesure des années, depuis notamment 1997, ont énormément développé de textes visant à protéger la santé des collaborateurs et à renforcer la responsabilité pénale des entreprises sur ce sujet. Évidemment, pendant la crise pandémique, pour ceux qui s'en souviennent, pendant 2 ans, si tous les matins on ne nous expliquait pas que l'employeur était responsable pénalement de la santé de ses collaborateurs, c'est qu'on n'allumait pas la radio. Et donc, il y a eu, on le savait, mais enfin là c'est devenu quelque chose de... Et puis il y a eu une évolution à cause de la gestion de la crise elle-même qui était assez intéressante, puisque pendant longtemps, traditionnellement, d'une certaine manière, l'approche, elle était essentiellement collective. Et puis on a commencé à nous dire, pendant la crise, identifier ceux qui sont vulnérables, identifier ceux qui vivent avec des gens vulnérables. Autrement dit, on a commencé à personnaliser la question de la santé et de la protection et du bien-être, etc., des salariés d'entreprise au regard de leur situation personnelle. Et ça correspond à ce moment-là à une espèce de changement qui avait déjà été adopté par certaines entreprises depuis longtemps, qui est de passer de la réparation, d'une certaine manière, d'un dommage ou d'une blessure ou de ce que vous voulez, à la prévention. Et c'est à ce moment-là, je crois et je pense que ça va se développer dans le temps, qu'on va demander de plus en plus d'entreprises de mettre en place des dispositifs de prévention. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un problème de cette nature, la première question que vous pose le juge d'instruction, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter que ça arrive ? Donc vous avez une pression en fait assez forte. Puis après, il y a une responsabilité, alors ça rentre dans les politiques RSE de manière générale, qui est effectivement, ça crée une sorte de différence d'employeurs d'assurer la protection ou la prévention santé de collaborateurs. Ça peut aller très loin. Bon, chez L'Oréal, ça a été beaucoup développé. Vous avez les systèmes de bilan santé, vous avez tout ça. Le dernier point là-dessus, c'est que moi, j'anticipe un peu qu'il y ait une sorte de risque d'individualisation du sujet. Et que petit à petit, la logique purement collective, donc la mutualisation du risque, disparaisse
au profit d'une sorte d'individualisation qui d'ailleurs présente une certaine manière d'intérêt pour les salariés ou les candidats salariés eux-mêmes, puisque c'est vrai qu'on peut s'étonner que vous protégiez pareil quelqu'un qui a 25 ans et un enfant en bas âge et celui qui en a 58, c'est assez curieux, une espèce de système qui consiste à uniformiser tout. Donc ça peut être... Mais ça, l'individualisation, ça poserait un sacré problème au modèle d'assurance collective dans les entreprises et aux mutuelles en général. Donc je pense que c'est les mutuelles de santé qui vont devoir se saisir du sujet pour développer des systèmes. On l'a déjà un peu, parce que vous savez que vous pouvez choisir dans les entreprises plusieurs niveaux de protection sociale. On l'a un peu. Donc l'individualisation, elle est quand même risquée, parce que la prévention de l'individualisation, ça veut dire qu'à un moment, l'entreprise va être tenue responsable de comportements de ses salariés qui seraient des comportements à risque pour modifier son système de protection santé. Donc c'est un sujet. Puis à côté de ça, pour finir là-dessus, vous avez le bien-être au travail, qui est un sujet très complexe, parce que d'abord, en fonction des métiers, c'est pas le même, en fonction des gens, c'est pas le même, etc. Alors vous avez en plus maintenant le télétravail qui se met là-dedans, donc ça vient rajouter une couche de problèmes, parce que vous savez qu'un salarié en télétravail est considéré comme sous contrat de travail, donc il va bien falloir un jour s'attaquer au code du travail sur la définition de l'accident du travail, parce que sinon ça va devenir un peu compliqué, de démontrer que c'était en allant chercher son café dans sa cuisine qu'il s'est blessé, et qu'on y est pour rien, c'était chercher un café ce jour-là dans sa... Donc tout ça, j'imagine que la législation va devoir bouger d'une manière ou d'une autre, et elle bougera soit sur initiative des parlementaires, ce à quoi je crois peu, parce que dès qu'on touche au code du travail, tout le monde a des palpitations, ou alors sous l'effet de l'offre, en fait. Sous l'effet de l'offre, avec des entreprises qui auront cherché plus de personnalisation ou plus d'individualisation, parce que c'est aujourd'hui un élément de différenciation sur le marché en termes d'attractivité d'employeurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je rebondis sur quelque chose que vous disiez. Quand on dit à l'entreprise, mais qu'est-ce que vous avez fait pour éviter qu'un accident, qu'un problème de santé se pose? Mais finalement, peut-être, Vincent Segui, quels sont les éléments qu'on a pour justement jauger de l'état de santé des salariés? Quels outils ou quelles données a-t-on à notre disposition? Alors les données en fait qu'on a, pour nous on est dans une entreprise tertiaire, donc ça veut dire qu'on est moins sur les accidents du travail mais plus sur la santé mentale. Et la santé mentale est vraiment un élément de plus en plus important dans notre entreprise. Pour cette santé mentale, c'est plus difficile d'avoir des instruments de mesure. Donc on a des systèmes de questionnaires réguliers sous forme d'enquête ou lorsqu'on fait les visites médicales, donc on relie ça à la visite médicale pour essayer d'évaluer le niveau de stress des collaborateurs. Et là on est en train de refondre en fait toute notre enquête, parce que, comme vous le disiez justement, suite au Covid, beaucoup de choses ont changé. On est dans un monde hybride. La pression, le stress dans un monde hybride peut être différent. On ne voit pas forcément tout ce qui se passe. Donc, notre premier acte là sur la santé, après le Covid, c'est de changer justement cette mesure. Et pour nous, en termes de mesure, en fait, on va utiliser aussi de plus en plus nos managers. Donc, en fonction des entreprises, certaines entreprises ont géré la santé au travail par des équipes de santé, des équipes dédiées, des équipes externes, par les équipes RH. Et nous, on change vraiment en positionnant le manager comme le premier indicateur qui va pouvoir jauger la santé de ses collaborateurs. Et donc pour ça, on a nos managers ont 3 missions chez Microsoft. Et dans les 3 missions, donc la première, c'est d'être inspirationnel. On appelle ça modèle inspirationnel. Le deuxième, c'est le coach, c'est celui qui va accompagner, qui va donner des objectifs et le guider. Et le troisième, c'est care. Et donc, dans nos 3 missions, on met le care. Donc, ça veut bien dire que la santé se retrouve à un niveau important et que nos managers vont être les premiers indicateurs pour nous dire, voilà, dans mon équipe, la santé est plutôt bonne, moins bonne, ou etc. Donc, c'est un changement. Le manager n'avait pas forcément cette mission. Et on a beaucoup de communications autour de la santé qui ont changé depuis 2 ans à peu près sur cette santé mentale, où on a une tagline, en fait, c'est en anglais, it's okay to not be okay. Donc c'est ok de ne pas être ok. Et la première fois qu'on a vu ça, c'était avec une photo d'une femme qui était un peu dépressive, enfin ça se voyait. Un lundi matin, on reçoit ce message et on se dit waouh, on a envie de passer à côté et de pas rentrer dedans. Et en fait, au fur et à mesure des communications, on s'est aperçu que on peut mettre en fait sur la table, on peut en parler à son manager, on peut en parler à son équipe, on peut en parler à son RH. Je ne suis pas si bien que ça, je ne vais pas bien, je suis fatigué, je suis peut-être en surmenage, etc. Et donc ça, c'est un changement aussi que l'on opère, nous, que l'on voit sur le fait de dire c'est ok, on peut en parler.
Et ça, c'est un vrai changement. Donc, on va s'appuyer sur nos managers. Bon, les surveys, les enquêtes, etc., ça existe toujours. Mais je pense que nos managers vont vraiment nous aider pour jauger cette santé. On parle beaucoup de santé au travail, mais est-ce que finalement, Jean-Charles, il y a vraiment une logique à distinguer santé au travail et santé dans la vie personnelle? Je pense que les fondamentaux sont les mêmes à peu près et les tendances de société qui s'appliquent et qui viennent d'être décrites autour de la santé en entreprise, autour de démystifier la santé mentale, d'aller vers plus de prévention sont des données sociétales assez importantes. On sort de 2 ans de pandémie, mais avant ça, 60-70 ans d'industrialisation de notre système de santé vers un modèle très hospitalo-centré, à un monde où les citoyens ont l'habitude à beaucoup de personnalisation, à l'accès à l'information dont ils veulent, à pouvoir comparer la qualité des soins, à pouvoir avoir le contrôle de leur vie et voir leur médecin ou leur équipe médicale comme un coach. Et c'est exactement les mêmes tendances donc, du coup, qui se passent dans la société et qui se passent dans l'entreprise. Et nous, ce qu'on voit, c'est une porosité complète et le télétravail n'aide pas. Il y a de moins en moins de limites entre vie privée et professionnelle et du coup, c'est poreux. Avec Alan, on couvre 300 000 membres et un peu plus de 15 000 entreprises. Donc, on voit à la fois au niveau de l'entreprise quelles sont les questions qui se posent et au niveau des individus. Et en fait, c'est très similaire. Et les enjeux de société et de santé vont converger vers plus de prévention, plus d'accès à l'information et l'accès à l'information de qualité. Je pense qu'il y a un grand enjeu qui est à la fois au niveau de notre système de santé qui manque très fortement et dans l'entreprise, c'est comment pousser les bons canaux d'information, comment on démystifie la santé mentale, comment on parle de prévention, comment on rend ces outils très intuitifs. Un des gros problèmes de nos systèmes de santé, c'est la complexité inhérente à tout ce qui a été créé par le système. Donc c'est comment créer des outils qui rendent la prévention plus simple, qui rendent le bien-être mental plus simple ou le fitness mental plus simple, qui rendent l'accès aux soins aussi, qui fait tomber les barrières de l'accès aux soins. Et donc ça s'applique à tous les niveaux parce que, encore une fois, l'impact de je dois booker une visite médicale et ça me prend 3 jours et je dois poser une après-midi par rapport à la téléconsultation, un chat médical, ça va être de l'absentéisme en moins. Bien penser la prévention, ça peut aussi avoir un impact sur l'absentéisme, la rétention des salariés et du coup, c'est un impact économique sur l'entreprise. Et ce qui va être assez intéressant, c'est la connexion entre ces tendances de société autour de plus de prévention, reprendre le contrôle de ma santé, et l'impact économique que ça peut avoir sur les entreprises dans le temps, si elles le font bien en termes d'attractivité, de rétention des salariés et de réduction de l'absentéisme. Oui, justement, peut-être chez Microsoft ou L'Oréal, à quel point est-ce qu'aujourd'hui, ces questions de santé au travail, de bien-être mental des salariés, c'est devenu un enjeu dans les politiques RH, c'est devenu peut-être même un critère d'attractivité ou de fidélisation des talents? Allez-y. Merci. Sur Microsoft. Ça marche. Effectivement, donc la santé mentale est vraiment mise au cœur de notre politique RH chez Microsoft. Et on accompagne tous nos collaborateurs dans un équilibre. Donc on parle aussi même d'un nouvel équilibre, puisqu'on passe dans un mode hybride. Donc chez Microsoft, on a la chance d'avoir des outils et un fonctionnement hybride depuis déjà un certain nombre de temps. Mais ce changement avec le Covid, en fait, on va encore un peu plus loin dans le monde hybride. Et effectivement, l'entreprise rentre chez le collaborateur. Donc, par exemple, nous, on va équiper nos collaborateurs chez eux avec un module ergonomique pour qu'ils soient bien installés, etc. Donc, ça veut dire qu'on rentre encore un peu plus chez eux. L'ergonomie, c'est proche de la santé. Donc, on va casser cette barrière entre la santé personnelle et la santé de l'entreprise. Donc, ça, c'est un point important. Et aussi, dans cette situation de Covid, on a fait, à un moment donné, un choix de faire un centre de vaccination à l'intérieur de l'entreprise, dans le campus. On s'est posé la question au départ et après on s'est dit, si on se pose la question, ça va être trop compliqué. Nos collaborateurs ont besoin. On a juste pris toutes les doses que l'on pouvait prendre, mais c'était au moment où les doses étaient disponibles, donc on ne voulait pas se substituer au système de santé extérieur. Mais on a ouvert cette vaccination et on l'a ouvert aux familles. Puisque l'idée de la protection, si on protège notre collaborateur, si sa famille avait le virus, c'était pas intéressant pour l'entreprise. Donc on va jusque-là, en fait, jusqu'à investir en fait dans la santé du collaborateur, voire même de sa famille. Donc ça veut bien dire que les choses changent en fait, et cette vision d'entreprise va changer dans les mois à venir. Même constat chez L'Oréal. Alors c'est un peu différent parce que, à la différence de Microsoft, L'Oréal c'est à la fois une entreprise de marketing,
mais c'est aussi une entreprise de production. C'est-à-dire que moi, j'ai 11 usines, j'ai des centrales de distribution en France, j'en ai 40 dans le monde. Autrement dit, j'ai 2 univers quand même. J'ai des gens qui travaillent à une partie télétravail et puis des gens qui sont dans les usines. C'est pour ça qu'on lie nécessairement le sujet de la prévention, de la santé, tout ce que vous avez évoqué, avec la question de la qualité de vie au travail, parce que sinon, il y a un risque considérable qui est en train d'apparaître, qui est une sorte d'iniquité de traitement entre 2 mondes au sein de l'entreprise. Alors, pour essayer de corriger ça, bien avant la pandémie, L'Oréal avait lancé un programme qui s'appelle Share and Care, qui est un programme international de protection sur la santé, notamment psychologique, mais pas que, de l'ensemble des collaborateurs dans le monde, de manière à ce qu'il y ait une sorte... Parce que, évidemment, en scalant par rapport aux législations, parce que dans certains pays, la législation, elle est quand même beaucoup moins développée qu'en Europe de l'Ouest, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que, oui, évidemment, une grande boîte comme Microsoft, une grande boîte comme L'Oréal, vous avez les moyens d'avoir des médecins du travail sur place, des assistantes sociales sur place, etc. Donc, le sujet, quand même, c'est comment on évite, par ce biais-là, de continuer à creuser la différence énorme et de plus en plus importante qu'il y a entre salariés d'une petite entreprise et salariés d'une grande entreprise. Parce que la question de la santé ou de bien-être, ça ne dépend pas de la taille de la boîte. Et après, le troisième point, c'est effectivement les questions de la... Alors, c'est pas forcément la santé mentale, parce que si on parle de la santé mentale des gens, c'est qu'on considère qu'ils sont déjà malades, mais c'est plutôt s'assurer que le truc dérape pas. Vous vous souvenez peut-être quelques années, il y avait eu tout le débat éternel de savoir si le burn-out devenait une maladie professionnelle, une espèce de débat totalement débile, mais enfin ils ont l'art de créer des débats idiots, mais c'est pas tellement le sujet. Le sujet, en revanche, c'est la prévention de ça. Et ça passe effectivement plutôt par le management qui a cette proximité de sentir les choses. On pense qu'on a formé les gens à identifier les premiers signes. Et aujourd'hui, on connaît très bien cette maladie, avec un point d'interrogation pour moi, c'est que j'en ai jamais autant vu depuis 10 ans. Je trouve que depuis 10 ans, ça explose de partout. Alors, est-ce qu'on appelle burn-out des trucs qu'on appelait grosse fatigue? J'en sais rien. Ou alors, est-ce que... Je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez la réponse, je suis preneur, parce que c'est une question que je me pose. Donc, c'est former les managers à identifier les signaux faibles. Et je pense que ce sujet-là, je parle de la santé mentale exclusivement, elle est vraiment importante. Mais ces signaux faibles, ça concerne effectivement le burn-out, ça concerne les violences conjugales. Parce que l'entreprise, elle n'a pas la responsabilité pénale de ces sujets-là, mais elle ne peut pas les ignorer. Ne serait-ce que parce que soit ça ne correspond pas à ses valeurs, et puis même, ça crée des sujets. Donc, identifier aussi tous ces éléments que vous dites de vie privée qui ont un impact dans l'entreprise, et puis c'est de la responsabilité sociale, enfin, c'est le rôle social étendu de l'entreprise, on va dire, pour ces sujets-là. Et puis le dernier sujet, c'est... quand même d'essayer c'est pour ça que les enquêtes que tout le monde fait plus ou moins, elles ont aussi cet intérêt-là. C'est-à-dire qu'elles ont un intérêt de mesurer l'engagement, enfin tout ça, ça a un intérêt pour l'entreprise. Mais quand vous voyez tout d'un coup votre engagement qui commence à se poser un problème, ça peut être un problème d'entreprise, de sens, de ce que vous voulez, ça peut être aussi un problème du genre que les gens commencent à craquer. Donc il y a de plus en plus d'enquêtes, sans doute vous le faites, où on mesure le workload des gens. Et quand on voit apparaître les gens qui disent « moi j'en peux plus, j'arrive plus à le faire, j'arrive plus le temps », c'est que là on a un sacré sujet. Et je trouve, de manière générale, chez L'Oréal comme ailleurs, que ce sujet-là, il est en train de monter très fort. Alors, est-ce que c'est sous l'effet d'une augmentation de la charge de travail, ou alors d'une demande d'équilibre différent entre le privé et le professionnel, et qui donc donne l'impression qu'on a beaucoup de workload parce que ma vie privée disparaît. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au premier confinement, il y avait des émotions générales pour dire que la vie professionnelle avait envahi la vie privée. Et puis au deuxième, on disait l'inverse, que c'était la vie privée qui avait envahi la vie professionnelle. Je pense qu'on est entré dans cette phase maintenant. Et donc pour les entreprises, c'est assez troublant, pour des managers un peu ancienne formule. Ils découvrent que les gens ne sont pas prêts à sacrifier absolument tout de leur vie, leur rendez-vous de médecin, de leur école, les réunions parents d'élèves, de tout ce que vous voulez, pour la vie professionnelle, ce qui était nettement moins le cas dans les années précédentes. Je pense que c'est une évolution positive, mais évidemment, il y a certains managers qu'il faut former à ça, parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris que le monde avait changé, et encore plus maintenant. Alors en plus, comme le marché de l'emploi est reparti pour le moment, c'est encore mieux. C'est-à-dire que les gens vous disent, attendez, moi, si vous pensez que je vais sacrifier, alors le télétravail, ça rajoute une couche, parce que là, je pense qu'on mange notre pain blanc sur cette affaire-là. Tout le monde a plus ou moins fait des accords de télétravail à 2 jours, donc ça va, parce que ça s'applique à des gens qui sont dans la boîte. Donc, d'une certaine manière, ils ont déjà leur réseau. Et alors maintenant, on va commencer à voir arriver des candidats qui disent, attendez, moi, la boîte d'où je viens,
on était à 3 jours et j'habitais Marseille, et donc je venais 2 jours par semaine et on me payait mon billet d'avion et mon hôtel. Donc et vous? Ah bah non, nous ça va pas être possible. Donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de tension dans la génération, en fait, la génération Covid dans le bon sens du terme, des nouvelles formes de travail, et que sans doute les questions de bien-être, de prévention, d'information vont devenir des éléments de compensation. Juste, moi j'ai été DRH de Leroy Merlin en Russie, il y a quelques années, entre 2006 et 2012. Pour vous donner un exemple en fait d'un autre pays, en Russie on ne peut pas dire que la protection sociale de l'État soit au top, et en fait pour créer de la fidélisation, on avait mis en place un modèle de protection sociale progressif, parce qu'on avait un modèle de fidélisation à l'époque, qui était qu'au début on protégeait socialement le salarié, puis ses enfants et son épouse, puis ses parents, parce qu'en Russie c'est une cellule familiale étendue, etc., etc. Et en fait, ça avait généré une fidélisation incroyable, parce que quelquefois, dans certains pays, celui-là pas plus que d'autres, les grandes entreprises, d'où cette distorsion, ont la capacité, je pense que ça c'est un enjeu très fort des assureurs ou des préventeurs, en fait, ce que vous voulez, de compenser les carences de l'État, en fait. Parce que ça vous crée une différence d'employeur. Parce que dans ces pays-là, souvent, c'est à l'époque en Russie, c'était avant 2008, moi j'ai fait 2006-2012, donc j'ai connu les 2 périodes. Dans d'autres pays, les niveaux d'inflation ou les niveaux de salaire progressent tellement vite que quand vous êtes une boîte à peu près normale, vous ne pouvez pas jouer le jeu, vous êtes sûr de perdre en fait. Parce qu'il y a une part du salaire qui est en dessous de la table, enfin bon, vous ne pouvez pas jouer. Donc il faut trouver d'autres manières de devenir un employeur attractif, et on avait trouvé cette manière-là et ça avait extrêmement bien marché, parce qu'en fait vous compensez les carences de l'État. Et donc les gens se sentent mieux protégés dans cette entreprise-là, donc ils la rejoignent ou ils y restent. Oui, c'est un sujet à géométrie variable, mais qui est assez intéressant, je pense, pour l'avenir et pour les assureurs disruptifs. Non, il y a pas mal de choses sur lesquelles je voulais rebondir qui sont hyper intéressantes. Il y en a un sur comment la technologie peut nous permettre de conserver solidarité et personnalisation. Et il y a vraiment, je pense qu'on peut avoir un modèle de couverture qui est assez universel au sein d'une entreprise avec plusieurs niveaux, mais où les parcours de prévention vont se personnaliser parce qu'on a le bon consentement et la bonne donnée. On va pouvoir créer des plans de prévention personnalisés à l'échelle d'un individu, même si la couverture derrière est la même. Et ça, je pense que c'est un paradigme qui n'existait pas avant et qu'on peut maintenant à l'échelle et à l'aune de la technologie qui est assez important. On voit en effet sur le marché du travail, on a fait une grande étude là, on a avec un institut de sondage, on voit que dans des domaines comme le commerce, la restauration, c'est 75% des gens interrogés qui disent qu'ils veulent tout plaquer. Dans les métiers de service, c'est un peu moins, mais il y a une vraie tendance et une augmentation ultra forte sur la recherche de sens, d'attractivité, quel est le rôle de mon entreprise. Je crois que c'est 9 salariés sur 10 qui disent qu'ils pensent que l'entreprise a un rôle important à jouer dans leur bien-être. Donc, clairement, et ça passe par à la fois comment on gère... j'aime moins parler d'équilibre vie perso, vie pro, parce que la notion d'équilibre n'existe quasiment plus, mais c'est d'harmonie entre les deux, comment on fait en sorte que l'un aide l'autre et supporte l'autre et permette de vivre au mieux chacun des deux. Et ça va être un vrai sujet. Et du coup, c'est quels outils on peut donner en effet aux managers, mais du coup, il y a tout un travail de formation et de leur donner des outils pour rendre leur vie plus simple, parce que sinon, on est en train juste de décaler le problème on rajoute plus de travail et plus de charges sur les managers, qui eux aussi, en fait, dont les managers des managers. Et il faut arriver à faire sauter ces soupapes. Et ça, on voit ça, nous, avec notre plateforme Alan Mind, donc, qui est notre plateforme de bien-être mental. On préfère parler de bien-être mental que de santé mentale, parce que, oui, comme vous le disiez... Ça fait moins malade. Oui, ça fait moins malade. Et ça fait moins on arrive trop tard et après. C'est comment prévenir pendant. Et c'est aussi créer beaucoup d'outils pour les managers et de contenu pour savoir parler du syndrome de l'imposteur, du stress avant une réunion, de la charge de travail, de gérer, bien sûr, le télétravail, ou juste de comment on parle à l'intérieur d'une boîte quand il y a une guerre à l'entrée de l'Europe et qui touche tout le monde, en fait, parce que tout le monde ouvre son smartphone le matin là-dessus. Et ça, c'est des sujets qui sont assez passionnants de comment le faire à l'échelle. Et c'est un peu le point que vous mentionnez, c'est, je pense que peut-être la seule chose qui va unifier les gens qui peuvent être dans un site de production et dans un bureau pour penser le marketing de L'Oréal, ça va être quels mêmes outils on peut leur donner. La probabilité qu'il faut numériser tout le monde, mais que tout le monde ait un smartphone et donner via ça des outils qui leur permettent de penser la prévention, qui soient intuitifs et faciles, je pense que c'est un énorme enjeu pour transformer cette notion, dans notre cas, d'assureur réactif, un vrai partenaire du bien-être et de la santé de tous les salariés.
Et ce qui est vraiment important, c'est le tout. Nous, on le voit, on bosse dans toutes les industries, donc ça va de l'industrie assez lourde à l'hôtellerie, la restauration, ou à des chaînes de restaurants, des chaînes de crèches, ou des SS2I. Et on voit que si, quelle que soit l'industrie, quelle que soit la typologie de population, si on présente bien les outils au début, c'est utilisé, et les gens utilisent les outils de clinique virtuelle, les outils de prévention, les outils de santé mentale. Et du coup, c'est vraiment une question de comment on distribue ça au sein de l'entreprise aussi, et comment on le rend un outil d'égalité pour cet accès à la prévention. Je voulais juste rebondir parce que sur la technologie, je suis obligé de rebondir. Mais effectivement, c'est moi, je m'occupe du shampoing. Ça marche. Ça fait aussi partie de la santé, mais vous voyez que j'en ai pas besoin. Donc, c'est au moment où je vous le disais, vous êtes mal placé. Mais du coup, effectivement, sur la technologie en fait, et l'accessibilité de ces technologies, c'est très important. On a partagé votre appli justement, et je trouve que je parlais d'ergonomie. On a eu cet échange avec votre équipe sur l'ergonomie. En fait, le collaborateur qui va trouver son équilibre. Donc, pour moi, je suis d'accord avec vous. C'est pas équilibre entre vie pro, vie perso, c'est son propre équilibre. Donc, il va trouver son équilibre et il va y mettre l'énergie qu'il souhaite sur l'un, sur l'autre, sur sa famille, sur ses enfants ou autre. Et par rapport à ça, en fait, on va lancer. C'est assez récent. On va communiquer à nos collaborateurs, on va leur offrir 10 jours, jusqu'à 10 jours de possibilité de se reposer. Sans avoir d'arrêt médical. Donc c'est aussi une révolution qui arrive. Donc on s'y prépare. Certains pays sont déjà lancés chez Microsoft. Nous en France, on y va doucement parce qu'on a aussi les systèmes de santé à côté et on ne veut pas détourner le système de santé. Si le collaborateur décide de se reposer une journée et de maltraiter ou de mal gérer sa maladie, il peut avoir plus d'absentéisme par la suite. Donc en fait, ce qu'on va rechercher, c'est que dans son équilibre, on lui laisse cette possibilité. Donc on lui donne une responsabilité, mais on a envie de lui fournir des outils comme le vôtre qui va lui permettre de contacter un médecin rapidement en télétravail, en téléconsultation, de travailler sur l'ergonomie chez lui s'il a mal au dos, peut-être de se dire j'envoie une photo de chez moi et j'envoie ça à un spécialiste via l'appli qui va me conseiller de changer de chaise ou de tourner mon bureau par rapport à l'éclairage ou etc. Donc ces outils en fait pour moi j'y crois beaucoup parce que alors certes ça fait un peu de personnalisation, donc pour que ça reste collectif il faut que ces outils soient intuitifs, simples. Moi, j'ai rien contre la personnalisation. Non, mais moi non plus, mais on doit garder l'équité d'accès, en tout cas. Simplement je crois qu'on a vu pendant cette crise que le corps social s'était explosé en trois, en fait. Entre ceux qui étaient obligés de venir bosser, ceux qui étaient en chômage partiel et qui avaient perdu la rémunération dans certaines boîtes, et puis ceux qui étaient en télétravail. Et donc, on voit bien, indépendamment des sujets de santé, d'ailleurs, le sujet de la réunification du corps social, elle est fondamentale. Donc, après, je crois effectivement que vous évoquiez la charge sur les managers. Effectivement, on a toujours tendance à se dire, puisqu'on n'arrive pas à le régler, on va régler avec les managers. Et tu as des courses, donc qui est sorti l'année dernière, qui montrent qu'ils ont interrogé dans 4 pays du monde des gens non managers. Il n'y en a que 15% qui disent qu'ils ont envie de devenir manager. Donc c'est quand même un petit peu ennuyeux. Donc moi je me méfie un petit peu du côté marteau enclume, quoi. Parce que les idées en haut, les idées en bas, et puis au milieu, paf, il y a le manager de proximité qui se prend tout. Donc d'ailleurs, c'est souvent assez rarement comptabilisé dans ses performances. Donc il faut faire attention à ça. En revanche, je pense que la personnalisation par typologie de profil, ça serait déjà une première phase. Parce que moi, je toujours été sidéré, comme je disais tout à l'heure, sur le fait qu'on protégeait pareil un jeune couple avec un enfant en bas âge et puis un salarié ou une salariée plus âgé de 58 ans qui a annoncé royalement qu'on allait rembourser 50% de sa crèche. Il est un peu moins concerné, a priori. Donc voilà, donc je pense que ça, c'est intéressant de voir en fonction des typologies de public comment on peut adapter, en rééquilibrant en fait, les modèles de protection sociale et sanitaire compte tenu de ça. Après, sur les questions d'équilibre, c'est un exercice sans jeu de mots d'équilibre, précisément, parce que on commence à le voir beaucoup. On reste quand même convaincu, on le voit d'ailleurs en ce moment, que dans une entreprise, quelle qu'elle soit, le collectif va toujours primer sur l'individuel. Donc, si on se met à trop déséquilibrer, un jour, on développera des politiques d'inéquité entre les hauts potentiels et pas les hauts potentiels, les jeunes et pas les jeunes, les vieux, et ça, c'est assez dangereux. Tous ceux qui l'ont fait se sont rendus compte que finalement, leur entreprise ne ressemble plus à rien parce que les gens ont plus de projet commun et le sentiment d'inéquité, j'ai toujours trouvé que c'était le sentiment le plus dévastateur dans une entreprise.
Voilà, donc par contre, le rôle social étendu de l'entreprise, il est intéressant dans un pays comme la France, puisque l'État, ruiné, comme chacun sait, transfère gentiment ses responsabilités dans les entreprises tous les matins, sans baisser ses cotisations, faut pas déconner, mais ça, c'est un vrai problème, parce que dans les grandes entreprises, vous arrivez à le gérer, dans les petites, ça devient plus compliqué. Donc ça, je ne sais pas comment ça peut se résoudre, mais je pense que ça peut se résoudre que par le phénomène de solidarité, au bénéfice des plus petits, parce que c'est terrible, cette injustice de traitement entre salariés d'une petite et d'une grande, et si on y rajoute entre cadre et non cadre, si on y rajoute entre télétravailleurs et pas télétravailleurs, ça va faire une société du travail totalement éclatée, en fait. Et ça, c'est dévastateur. Autant que j'ai donné le moral à tout le monde. Non, je suis assez d'accord. Moi, je suis de nature optimiste et c'est là où je pense que... Ouais, moi aussi, je te rassure. Ouais, on a parlé un peu avant. Non, ma nature optimiste dit que, justement, ce qu'on est en train de voir avec Alan, alors à notre échelle, mais c'est que on arme un peu toutes les petites entreprises aussi, en plus, à ces outils-là, et on donne en fait le même accès à la téléconsultation, à des outils autour pour parler à des pédiatres pour les jeunes parents, à des outils pour parler de la ménopause. On a fait une campagne qui était assez intéressante. Donc on essaye de donner ça à tout le monde. Et c'est là où, encore une fois, le bon design, le bon produit permet de faire du one-to-many, entre guillemets, c'est-à-dire on peut donner le bon contenu à la bonne personne, quelle que soit la taille de l'entreprise, parce qu'on investit, nous, à l'échelle d'Alan, dans les coûts fixes qui permettent de faire ça. Et je pense que c'est là l'opportunité, parce que le problème que vous listez est vraiment ultra important. La conciergerie médicale, c'est quand même super efficace. Enfin, moi, quand j'étais au BCG, on va croire que je change de boîte tous les 15 jours, mais il y avait une conciergerie médicale, parce qu'on a plein de jeunes, évidemment, et c'était incroyablement efficace, et comme vous dites, ça protégeait les familles aussi. Pour les enfants, ils prenaient prendre directement les rendez-vous chez des spécialistes où il faut 6 mois pour avoir un truc. Ça, par exemple, c'est exactement ce que vous dites. Je trouve que c'est intéressant parce que d'abord, c'est accessible à tout le monde. Et ensuite, ça permet aux gens de personnaliser à leur choix et non pas à l'entreprise de personnaliser pour eux. Et donc, c'est un peu la différence des choses. Exactement. On parlait des outils, des solutions. Alors, plutôt côté grande entreprise, je sais que chez Microsoft, vous avez lancé le programme Be Well. Ça peut être peut-être intéressant aussi de juste vous présenter le programme et expliquer aussi un peu comment vous abordez les choses. En fait, ce programme est venu de 2 éléments. En fait, la priorité, comme je vous l'ai dit, sur la santé mentale qui arrive dans l'entreprise. Et moi aussi, j'ai changé d'entreprise. J'ai fait 18 ans chez PSA, donc en usine, et où on avait un système de management de la santé. Et donc ça m'a apporté en fait cette structuration. Chez Microsoft, on avait en fait les valeurs, la volonté, mais pas forcément la structuration. Donc on a souhaité structurer notre système Be Well, qui en fait a des fondations. Donc c'est nos valeurs. C'est-à-dire qu'on demande à nos managers de bien travailler dans les valeurs de l'entreprise et que ça aide et ça va contribuer au bien-être des collaborateurs. On ne peut pas imposer un bien-être, chacun trouve son bien-être, son équilibre, mais on va mettre un environnement en fait pour adapter au maximum pour maximiser le bien-être de nos collaborateurs. Donc ça, c'est les fondamentaux, les valeurs de l'entreprise. Et ensuite, on avait 4 piliers. Donc le pilier de la santé, le pilier de l'environnement du travail, donc comment organiser son environnement. Donc au campus principalement, mais depuis peu très décentralisé aussi chez soi. L'organisation du travail, donc comment faire en sorte que tout fonctionne bien et on lie le business et la santé aussi. Donc ça, c'est le rôle du manager qui a cette organisation du travail pour éviter le niveau de stress dans l'équipe et la vision un peu moyen terme de sa carrière. C'est-à-dire que le bien-être, c'est le présent, mais c'est aussi un peu l'avenir et se dire, ok, mais si je suis bien dans mon poste actuel, qu'est-ce que je peux faire plus tard? Ça peut être stressant aussi. Donc sur ces 4 piliers, en fait, on travaille avec les managers sur ces 4 piliers. Et cette structuration, pareil, ça nous aide, c'est un outil simple, assez simple, sur 4 piliers, avec les fondamentaux des valeurs, pour aider les managers quand ils ont des équipes qui vont pas bien, qui sont en surmenage, en stress, en désorganisation, de leur apporter ce modèle pour les aider à trouver des solutions au sein de l'équipe. Voilà, c'est ça la formalisation en tout cas de ce projet. Non, mais tout à l'heure, c'est le sujet share and care, c'est-à-dire qu'on a mis en place des systèmes qui permettent aux salariés ou aux managers de bénéficier d'un certain nombre de régimes de santé. On a mis en place, d'ailleurs, c'était assez intéressant, une espèce de café learning le matin là, sur des bonnes pratiques de vie, en fait. Mais c'est pas dire fumez pas, buvez pas, mais des trucs un peu... Et tout ça, les gens le savent, c'est trop tard. Mais en fait, c'est un succès énorme, parce que les gens le prennent non seulement comme site d'information, mais c'était intéressant de voir avec eux, parce qu'ils le prennent aussi comme un moyen
de faire une pause dans leur phase d'activité, en fait. D'avoir une relation un peu différente à l'intérieur de l'entreprise. Et ils sont assez preneurs de ça. Ils sont assez méfiants quand l'entreprise leur dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. En revanche, en fait, un sujet d'information qui conduit, comme vous dites très bien, à la logique de responsabilisation. En fait. Et là, les gens sont assez preneurs de ce type de logique. Et donc, on est en train de regarder comment on va étendre encore plus ce phénomène-là. Puis après, on a les systèmes de bilan santé, tous ces trucs-là qui sont un peu plus classiques, mais qui sont assez utiles. Après, je trouve que c'est intéressant, je ne savais pas, donc comme ça j'ai appris quelque chose, moi j'avais fait ça à un moment, c'était un peu autre chose sur les salariés aidants, on avait monté des maisons de, je sais plus comment ça s'appelle, de repos, là, de retrait. Je trouve que c'est intéressant d'essayer de monter des modèles qui permettent aux salariés, certes, de partir en vacances, mais surtout, effectivement, d'avoir des temps de repos qui sont réellement des temps de repos. Voilà. Plutôt que de prendre l'avion pour aller je sais pas où en vacances, se poser 5 minutes, ça c'est plutôt. Et effectivement, on insistera sur la communication, la différence entre vacances. Oui, c'est vachement bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est à construire. C'est à construire. Vous pouvez le. C'est hyper intéressant. C'est quelque chose qu'on a essayé de pousser aussi beaucoup dans la responsabilisation de tous les Alaners sur la gestion de leur temps, savoir couper, etc. Se déconnecter des outils, c'est, je pense, un point qui est hyper important. Mais il faut apprendre cette responsabilisation. C'est-à-dire, quand on est là et qu'on connaît, on comprend les enjeux, mais c'est très, très facilement, nous, on essaie d'autonomiser énormément. Mais parfois, les gens disent trop d'autonomie, comment je gère, et ils posent des questions. Donc, c'est comment amener les gens à savoir prendre ces bonnes décisions pour eux, ce qui est pas nécessairement facile. Le deuxième point, pour revenir sur ces sessions d'information, je pense un point aussi qui a changé les 2 dernières années et qui va être de plus en plus crucial, c'est aussi la vulnérabilité du leadership. C'est montrer sa vulnérabilité par rapport à ces sujets, pouvoir parler de bien-être mental, du burn-out ou du risque de burn-out qu'on a failli avoir en tant que leader ou en tant que manager. Ça permet aussi d'ouvrir ces débats au sein de la boîte. Et il va falloir justement changer un peu ce rôle du leader qui doit être intouchable, tout le temps parfait, à celui qui vit les mêmes expériences et partage des histoires de comment il a pu traiter bien ou mal ces expériences. Et c'est ça qui inspire, en fait, et qui aide à dire « Ah oui, parce que si, en effet, l'entreprise dit « Il faut faire comme ça », ça ne marche jamais. Mais si des personnes de l'entreprise inspirantes disent « Moi, je l'ai vécu et je l'ai fait comme ça », les gens peuvent dire « Ah, j'ai envie d'essayer ça ». Et je pense que ce changement de méthode de communication autour de la vulnérabilité et d'approcher les problèmes par des histoires et pas des règles nécessairement, va faire une grande différence dans la manière dont tout sera pris en compte. Oui, on lance en juin, on fait la semaine du workload, et c'est tous les DG qui viennent expliquer comment, dans des webinaires en fait, qui durent une demi-heure, comment ils gèrent le problème de leur agenda, le problème de repos, etc. C'est les DG de division qui viennent. Et exactement le même raisonnement, en disant, montrer des rôles modèles, en disant même quand vous êtes DG de division, ce qui est plutôt pas mal chez L'Oréal, vous êtes confronté à ça et vous le traitez, ça libère un peu, et on pense surtout que ça va donner des messages à des managers intermédiaires qui n'ont pas encore compris que le monde avait un peu changé et qui restent quand même un peu dans la souffrance. Faut travailler, quoi. Donc, faut travailler quand même, mais voilà. Donc, c'est assez. Je trouve qu'on va voir. Je vous dirai. C'est en juin. Peut-être une question pour finir. C'est une question qu'on se pose souvent. L'entreprise a de plus en plus de rôles à jouer dans la santé des salariés. Est-ce qu'il y a un besoin de réglementer les choses ? Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut... est-ce qu'il y a un risque d'ingérence ? Réglementer, je ne pense pas, mais voilà. Est-ce qu'il y a un risque d'ingérence ? Est-ce qu'il y a des limites à fixer ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Commencer sur le légal ou Allez. Sur le donc en fait chez Microsoft on l'a dit on est plus sur la responsabilité de nos collaborateurs mais il faut les aider en fait donc c'est pour ça qu'on a le modèle du Be Well, on a les managers qu'on forme, qu'on accompagne pour accompagner les collaborateurs. Moi dans mon titre je suis responsable de l'expérience collaborateur et manager parce que pour les collaborateurs les managers doivent aider, on doit les aider en tant que donc je dois m'occuper d'eux, mon équipe doit s'occuper d'eux pour les accompagner.
Donc ce modèle, les managers et la responsabilité des collaborateurs. Donc on n'est pas trop sur de la réglementation, mais plutôt la responsabilisation et donner des outils. Donc on a, et c'est vrai que je remets une couche sur la technologie, mais pour moi c'est important, on y croit beaucoup. Ça peut nous aider. On a des outils qui nous permettent de calculer le workload aussi, qui nous font des Fitbit pour nous dire si on travaille trop, si on travaille trop avec certaines personnes, pas assez avec d'autres, etc., etc. Et ça peut nous aider. En fait, c'est des outils qui nous aident nous à réguler l'agenda et à être capable de se dire, ok, il faut que je régule, il faut que je réduise, il faut éventuellement que je m'arrête. Donc là, c'est assez récent, donc on va voir. Mais si on sent qu'il y a du surmenage et qu'on va trop loin, on donne cette possibilité-là. Et donc on va regarder. Donc j'ai challengé mon CSSCT en leur disant, voilà, j'ai la possibilité, c'est quelque chose qui vient de notre corporation, j'ai la possibilité de le refuser pour la France, puisqu'on a déjà suffisamment de congés pour nous. Et donc nous on dit non, on prend quand même. Je dis ok, on prend, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va détourner aussi nos arrêts maladie? Donc c'est quelque chose qu'on va suivre, on va le traquer pour le suivre, pour voir aussi comment les gens prennent cette responsabilité. Mais vraiment en les aidant, en mettant une structure en face. Non, je vais votre truc, je dois passer trop de temps avec le DG en fait, faut que je en parle. Je vais analyser votre vous enverrai un petit message. Non, bon, je pense qu'au moins en France, c'est bon, le légal, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, parce qu'en fait la clé c'est la responsabilité de l'entreprise en réalité. Donc je trouve que c'est mieux de dire à l'entreprise, vous avez la responsabilité de la santé de vos collaborateurs et du bien-être, très bien, maintenant à vous de mettre en œuvre. Je pense que la deuxième chose, c'est que c'est un très bon sujet de dialogue social dans l'entreprise. Moi, je me méfie un peu. On a vu la limite dialogue social qui tombe d'en haut, qui est assez politisé en réalité, mais dialogue social dans l'entreprise, on a vu pendant la crise, ça a super bien marché, parce qu'on était face à une situation dans cette entreprise, avec cette activité, avec... Je pense que ça, c'est des vrais sujets de dialogue social. Je pense d'ailleurs que le développer dans les organisations, des directions du développement social qui intègrent tout, c'est-à-dire le dialogue social d'une part au sens de l'instance normale, mais également les questions de bien-être, les questions de QVT, les questions de handicap, etc., pour avoir des politiques de responsabilité sociale intégrées plutôt qu'avoir des politiques qui sont découpées en rondelles. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille rajouter de la loi à la loi, c'est bon, mais en revanche, en faire un vrai sujet de dialogue social et trouver avec les organisations syndicales en fonction de la réalité de l'entreprise, de sa forme, si elle est de service ou plutôt de production, si elle est à Paris ou plutôt en province, etc., parce que les sujets de mal-être ne sont pas les mêmes selon qu'on se trouve à un endroit ou à un autre. Donc voilà, donc je pense que ça, c'est plutôt une bonne voie, mais il ne faut pas rajouter du texte sur du texte, parce que sinon, ça vire à une espèce d'obligation. Et je crois beaucoup plus à la conviction qu'à la contrainte sur ces sujets-là. Je suis particulièrement aligné, et je rajouterai un point pour accompagner ça, c'est qu'on est dans un monde aussi avec plus en plus de transparence, c'est-à-dire que l'information sur comment les entreprises gèrent, comment elles impactent la vie de leurs salariés sortent. Enfin, il n'y a plus de secret dans l'entreprise. Et en fait, c'est une force beaucoup plus puissante de se dire je dois rester compétitif, je dois rester attractif, je dois y penser, je dois bien faire les choses, que de rajouter plus de lois. En fait, cette transparence permet, je pense, une sorte de compétition saine à l'amélioration des entreprises et qui va faire que si une entreprise ne pense pas du tout au bien-être de ses salariés, de toute façon, ça va sortir au bout d'un moment, elle sera plus compétitive pour attirer les talents. Et je pense que ça, c'est la plus grande force, en fait, qui va permettre de pousser tout le monde vers cette conviction qu'il faut bien le faire, parce que ça a un impact économique derrière. Et la théorie des incentives, quand même, fonctionne un peu mieux que celle de la contrainte. Exactement. Très bien. Un grand merci. Merci à vous. À tous les Merci. trois. On espère que... Je sais que vous avez une contrainte, donc...